Salut à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu du Japon. Aujourd'hui, on perd pas de temps et on attaque tout de suite avec les titres de ce journal. Et on commencera par parler de la condamnation et de l'amende record qui ont été prononcées cette semaine contre des anciens dirigeants de la centrale nucléaire de Fukushima pour leur responsabilité dans l'accident nucléaire de 2011. On fera ensuite un point sur la situation du Covid-19 au Japon où, comme un peu partout dans le monde en ce moment, une nouvelle vague est arrivée. Je vous donnerai quelques chiffres et je vous parlerai aussi de la réponse du gouvernement et des conséquences sur le tourisme notamment. Ensuite, on s'intéressera au classement mondial des inégalités hommes-femmes qui est sorti cette semaine. Et vous verrez que dans ce domaine, comme chaque année malheureusement, le Japon est la lanterne rouge des pays développés. Mais tout espoir n'est pas perdu et je vous expliquerai comment les résultats des élections qui ont eu lieu dimanche dernier sont peut-être le signe que les choses commencent enfin à évoluer. Pour notre dernier sujet d'actualité, on se penchera un peu sur la semaine de travail de 4 jours au Japon. Oui, vous avez bien entendu, 4 jours de travail au Japon. Voilà, vous allez voir que de plus en plus de sociétés proposent ce rythme de travail, mais aussi que les conditions varient énormément d'une boîte à l'autre, et que pour l'instant, ça ne concerne qu'une toute petite partie des travailleurs. Mais il faut bien que ça commence quelque part. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, surtout si vous êtes fan de manga, d'anime ou de figurines, puisque je vous montrerai quelques images que j'ai tourné la semaine dernière dans le premier magasin Bandai Namco du Japon qui a ouvert justement à Yokohama le 7 juillet dernier. Donc je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion et j'y suis évidemment allé pour faire une vidéo. C'était vraiment immense, il y avait des tonnes de trucs à voir. Je vous en montre un petit peu en fin de journal et je vous mettrai aussi le lien vers la vidéo que j'ai postée hier sur ma deuxième chaîne. Avant d'attaquer avec le premier sujet de la semaine, merci à tous ceux d'entre vous qui prendront 2 secondes pour lâcher un petit like. Et puis si vous aimez ce journal et que vous voulez me soutenir, vous le savez maintenant, il y a mon compte Patreon, les infos sont dans la description, et il y a aussi le bouton merci qui est sous la vidéo. D'ailleurs, spéciale dédicace au passage cette semaine à Sikozu, Jean-Marc, Celtic, Yacine, Ludovic et Arnold, que je remercie vraiment pour leur soutien. Et j'en profite pour vous remercier également tous vous qui regardez cette chaîne et ce journal, notamment ceux qui sont là depuis le début, puisque demain, cette chaîne YouTube fêtera ses 1 an. Voilà. À cette occasion, je vais faire une nouvelle foire aux questions. Donc si vous avez une question sur cette chaîne YouTube, sur moi, sur ma vie ici ou sur le Japon en général, n'hésitez pas, posez votre question dans les commentaires et j'y répondrai dans la vidéo. Et pour commencer ce journal, on revient donc sur la catastrophe nucléaire de Fukushima en mars 2011. Parce que cette semaine, 4 anciens dirigeants de TEPCO, la société qui exploite la centrale, ont été condamnés à la modique somme de 13 000 milliards de yens de dommages et intérêts. Alors je vous épargne les calculs, 13 000 milliards de yens, ça fait environ 95 milliards d'euros. Et c'est évidemment un montant record au Japon. Alors en fait, cette condamnation, c'est le résultat d'une procédure que les actionnaires de TEPCO eux-mêmes avaient commencé en 2012 parce qu'ils estimaient que les dirigeants de l'époque n'avaient pas suffisamment pris en compte le risque de tsunami qu'il y avait sur le site de la centrale nucléaire et on va voir juste après que c'était effectivement le cas. À l'annonce du jugement, l'avocat des actionnaires a bien entendu salué cette décision historique et il s'est félicité qu'elle envoie un message clair à toutes les sociétés en leur disant bien que les dirigeants ont une immense responsabilité en cas de catastrophe nucléaire et qu'on peut venir effectivement leur demander des comptes pour les dommages causés par un accident. Il a aussi dit que les actionnaires savent très bien que les dirigeants condamnés vont jamais pouvoir payer 95 milliards d'euros à eux 4. Et en réalité, ce chiffre il correspond à pas grand-chose, et en tout cas à rien de concret, puisque au final, si les anciens dirigeants ne font pas appel, ce qui reste à voir, parce que c'est pas terminé, ils devront payer à la société TEPCO ce que leurs moyens personnels leur permettront. Donc on sera forcément à des années-lumière du compte et de l'amende fixée, mais c'est pas très grave, puisqu'en fait les actionnaires qui ont porté plainte ne voulaient pas forcément de réparation pour eux-mêmes, mais plutôt pour la société dont ils ont des parts. Et à l'occasion de ce verdict, un porte-parole de TEPCO a encore fait ses excuses aux gens de Fukushima et au Japon en général. Voilà, ça fait une belle jambe à tout le monde, mais le geste reste appréciable. Alors il faut savoir que ce verdict, c'est loin d'être le premier suite à cette catastrophe, parce qu'au total, il y a eu plus de 30 procédures qui ont été lancées contre TEPCO et contre le gouvernement japonais lui-même au cours des années qui ont suivi ce drame, et ils ont d'ailleurs tous les deux été déjà condamnés plusieurs fois au civil, mais à chaque fois, c'était pour des amendes symboliques. Par contre, il y a 3 ans, mais au pénal cette fois, les ex-dirigeants qui étaient poursuivis par les familles de victimes qui les accusaient de négligence professionnelle ayant entraîné la mort avaient été cette fois innocentés. Alors que le verdict de cette semaine, au contraire, les reconnaît coupables de négligence et les désigne comme responsables de l'accident nucléaire qui aurait pu être évité. Et d'après le verdict, je cite, « Ils ont fondamentalement manqué du sens de la sûreté et de la responsabilité requis pour l'opérateur d'une activité nucléaire ».
Et si le jugement est aussi radical, c'est parce que les dirigeants du site avaient effectivement eu entre les mains dès 2008, donc 3 ans avant le drame, des études qui avaient été faites par le gouvernement japonais lui-même et qui montraient clairement que des vagues de 15 mètres de haut pouvaient venir frapper les réacteurs en cas de fort séisme. Et comme vous le savez tous, c'est exactement ce qui s'est passé le 11 mars 2011. Mais malgré ces avertissements, les dirigeants de l'époque n'avaient construit aucun mur de protection, ni pris d'ailleurs aucune mesure pour protéger les réacteurs. Au contraire, ce qu'ils avaient fait, c'est freiner des deux pieds et jouer la montre au maximum pour ne pas avoir à s'occuper de tout ça. Alors au final, officiellement, il n'y a eu aucune mort liée directement à l'incident nucléaire, alors que le tsunami, de son côté, a coûté la vie à 18 500 personnes. Mais non seulement le pays est passé à 2 doigts d'une catastrophe irréparable, et en plus, le gouvernement reconnaît tout de même que plusieurs milliers de morts seraient indirectement liés à cet accident, notamment à cause du chaos provoqué donc par l'incident, et par la dégradation des conditions de vie dans la région. Et aujourd'hui, plus de 11 ans après les faits, il y a toujours 38 000 personnes qui sont déplacées et il y a toujours une zone d'exclusion autour de la centrale nucléaire. Mais quoi qu'il en soit, le secrétaire général du cabinet du Japon, Hirokazu Matsuno, que vous connaissez bien maintenant puisque j'en parle pratiquement chaque semaine, il a répété cette semaine que la politique du gouvernement japonais était de continuer d'utiliser l'énergie nucléaire malgré le désastre et malgré les risques, en ajoutant que le gouvernement fera bien sûr de la sécurité sa priorité et qu'il fera tout son possible pour apaiser les inquiétudes des Japonais en renforçant les mesures de sécurité face aux catastrophes naturelles, mais également face au terrorisme. Et c'est justement pour mettre en place ces nouvelles normes de sécurité que la majorité des centrales nucléaires du pays sont aujourd'hui à l'arrêt et que la production électrique est assez faible, comme on en a parlé il y a quelques numéros. Et à ce propos, cette semaine, lors d'une autre conférence de presse, cette fois c'est Fumio Kishida, le Premier ministre japonais qu'on ne présente plus, qui a déclaré qu'il n'y avait pas de source d'énergie parfaite pour un pays pauvre en ressources comme le Japon, et donc que le Japon comptait utiliser l'énergie nucléaire au maximum pour subvenir aux besoins en électricité du pays, avec également un mélange de diverses sources d'énergie. Et pour y arriver, il a annoncé que 9 réacteurs nucléaires pourraient redevenir opérationnels d'ici cet hiver, ce qui assurerait 10% d'énergie en plus au pays, et ce qui devrait logiquement permettre donc d'éviter les tensions sur l'approvisionnement et éviter les risques de coupure, comme c'était le cas il y a quelques semaines. Alors pendant son discours, il a abordé également d'autres sujets d'actualité. Il a notamment demandé aux Japonais de faire preuve de la plus grande prudence face à la nouvelle vague de Covid-19 qui s'abat sur le pays depuis peu. Parce que le Japon est officiellement entré dans la 7e vague depuis quelques jours maintenant, avec 103 000 nouveaux cas positifs dans le pays vendredi, ce qui n'était pas arrivé depuis le 5 février, et 111 000 personnes testées positives samedi, ce qui n'était d'ailleurs jamais arrivé depuis le début de la pandémie. Comme toujours au début des vagues, le nombre de personnes hospitalisées avec de graves symptômes reste à un niveau assez bas pour l'instant, avec seulement 14 patients à Tokyo et 107 au niveau national, et on compte entre 20 et 30 décès par jour, ce qui reste heureusement assez peu élevé pour le moment. Alors face à cette hausse des cas positifs, et même si les autorités disent qu'il faut redoubler de prudence, le Premier ministre a dit qu'aucune restriction de mouvement n'était prévue pour l'instant. Ils allaient seulement essayer de faire face à cette vague en renforçant et en accélérant les vaccinations dans la population générale et aussi en donnant une 4e dose aux 8 millions de personnes qui travaillent dans le médical. Le pays va également utiliser ses capacités médicales qui devraient être capables de faire face à l'augmentation des cas. Par contre, le gouvernement comptait démarrer une campagne pour promouvoir le tourisme national ce mois-ci et il a décidé de la reporter pour le moment. Probablement le temps que cette vague passe, même si rien n'a été confirmé de ce côté-là. Alors personnellement, j'aurais bien aimé en profiter un peu pour bouger de Yokohama, mais ce sera pas pour tout de suite, peut-être à la fin de l'été ou à l'automne, on verra. Et si je vous en parle, c'est aussi parce que si ce programme national est annulé, vous vous doutez bien qu'il y a très peu de chances qu'ils se mettent à ouvrir les frontières et à accepter beaucoup de touristes étrangers avant la fin de cette vague et très certainement avant la fin de l'été. Voilà, donc toujours pas d'ouverture pour le moment, mais au moins le Premier ministre a aussi dit qu'il ne comptait pas durcir les règles d'entrée du pays. Vous allez me dire encore heureux, puisque vous le savez très bien, l'archipel est l'un des tout derniers pays au monde à limiter l'entrée sur son territoire. Mais il faut croire que le Japon aime bien être le dernier de la classe, puisqu'il est aussi à la traîne dans un autre domaine dont on a parlé ces jours-ci dans les médias. Je veux parler de l'égalité homme-femme. Parce que cette semaine, comme chaque année, le Forum économique mondial a rendu son rapport sur les inégalités hommes-femmes. Et une fois de plus, le Japon s'est illustré comme étant le pays développé où elles étaient les plus fortes. Et au niveau mondial, il s'est classé 116e sur 146 pays.
C'est vraiment pas glorieux. Bon, comme chaque année depuis 13 ans maintenant, c'est l'Islande qui a terminé à la première place, suivie dans l'ordre par la Finlande, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suède. La France, quant à elle, s'en sort plutôt pas mal puisqu'elle termine à la 15e place de ce classement. Alors un petit mot pour ceux qui connaîtraient pas bien ce rapport, en fait il évalue la parité entre les deux sexes dans 4 domaines. L'éducation, la santé, la politique, avec notamment le nombre de femmes ministres par exemple, et l'économie, avec le taux d'emploi des hommes et des femmes, et également les différences salariales. Et comme toujours pour le Japon, ces mauvais résultats viennent surtout de ces 2 derniers domaines. Pour l'économie, ça s'explique en plus cette année par l'impact du Covid-19, parce que beaucoup de japonaises, vous le savez peut-être maintenant, mais elles ont des petits boulots dans des secteurs qui ont été touchés par l'épidémie, et du coup leur taux d'activité a baissé. Et du côté de la politique, c'est parce qu'il y a très peu de japonaises parmi les ministres ou dans les 2 chambres du pays, la Chambre des représentants, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale française, et la Chambre des conseillers, l'équivalent du Sénat, dont j'ai parlé la semaine dernière, puisqu'il y avait des élections et les Japonais sont allés pour voter et pour renouveler une partie de ses membres. Et d'ailleurs, l'élection de dimanche montre qu'il y a un peu d'espoir de voir le Japon monter dans le classement l'année prochaine, puisque 181 candidates se sont présentées, ce qui faisait quand même 33,2% de tous les candidats. Et c'était la première fois depuis l'après-guerre que ce taux dépassait les 30%. Bon, on n'est pas encore tout à fait aux 35% de candidates que le gouvernement s'était fixé pour 2025, mais à ce rythme, on y arrivera peut-être dans 3 ans. Et en fait, certains partis politiques y sont déjà. Il y a des partis qui ont 40 et même 50% de candidates, mais il y a toujours un boulet, vous le savez. Et dans ce domaine, le boulet, c'est le parti au pouvoir, le parti libéral-démocrate qui a seulement 23,2% de candidates. Enfin, en attendant que ça s'améliore, parmi ces 181 candidats, 35 ont été élus dimanche dernier, ce qui est là aussi un record, puisqu'en 2016 et en 2019, elles étaient 28. Du coup, ça fait quand même une augmentation de 20%, ce qui est assez énorme. Tout ça montre bien quand même qu'il y a un changement des mentalités qui est en train de s'opérer, et même si le monde politique reste majoritairement un milieu d'hommes, eh bien, ça évolue tout doucement. Voilà, c'est plutôt un bon signe et il serait quand même temps que le pays arrive au niveau des autres pays développés et puis ça permettrait d'améliorer l'image du Japon à l'international où il a quand même la très mauvaise réputation d'être un pays avec de grandes inégalités entre les hommes et les femmes, que ce soit d'ailleurs dans le monde politique ou bien dans le monde du travail. Et d'ailleurs, s'il y a bien un autre domaine où le Japon a une mauvaise réputation, c'est justement dans le monde du travail. Et je vous apprendrai rien en vous disant que c'est lié à la culture d'entreprise qui est vraiment exécrable et évidemment à cause des horaires de travail que se frappent encore trop d'employés japonais. Mais ça aussi, c'est peut-être en train de changer grâce notamment à l'arrivée de la semaine de 4 jours de travail dans de plus en plus de boîtes japonaises. Alors c'est quelque chose qui était complètement inimaginable il y a encore quelques années ici, mais depuis peu, il y a effectivement de plus en plus de boîtes japonaises qui passeraient à la semaine de 4 jours de travail ou qui proposeraient cette option à leurs employés. Et même le gouvernement encourageait les compagnies japonaises à introduire et à démocratiser la semaine de travail sur 4 jours dans sa politique économique de juin 2021. Alors pourquoi un tel virage à 180 degrés? Alors il n'y a pas une raison, mais c'est un mix de raisons. Tout d'abord, il y a le manque de main-d'œuvre à cause de la baisse de la natalité et du vieillissement de la population. Vous connaissez le sujet par cœur, j'en ai parlé plusieurs fois. Et puis il y a aussi un changement de mentalité de plus en plus visible, surtout chez les nouvelles générations de Japonais, qui sont de moins en moins prêts à sacrifier leur vie privée et leur famille pour leur carrière. Et puis il y a aussi plein de raisons qui poussent les sociétés à proposer ce nouveau rythme de travail. Par exemple, avant, il y a certaines personnes qui devaient démissionner pour s'occuper d'un enfant qui est malade ou qui vient de naître, ou pour s'occuper d'un parent âgé. Mais si on introduit la semaine de 4 jours, eh bien, ils peuvent avoir plus de temps pour s'occuper de leur famille et ils peuvent également continuer à travailler. Donc comme ça, c'est vraiment gagnant-gagnant. La boîte ne perd pas d'employés et l'employé peut garder son poste. Et il y a aussi d'autres entreprises qui disent qu'elles passent à la semaine de 4 jours pour que leurs employés aient plus de temps pour se former dans leur métier, mais également pour passer des diplômes. Comme ça, ça leur permet d'améliorer le niveau de leur personnel. Et il y a enfin d'autres boîtes qui espèrent que les travailleurs utiliseront leur temps libre pour faire du volontariat ou même pour monter un business de leur côté, ce qui aurait un effet positif sur la société japonaise dans son ensemble. Alors parmi les grandes sociétés nippones à introduire cette semaine de 4 jours de travail, il y a par exemple Hitachi. Hitachi qui l'applique déjà à 15 000 de ses employés. Alors le truc cool, c'est que le salaire des employés ne baissera pas et ça sera le même que s'ils travaillaient 5 jours. Par contre, on n'a rien sans rien, si le salaire n'est pas réduit, la société leur demande quand même de compenser en faisant plus d'heures les jours où ils sont au bureau. On peut aussi citer Uniqlo, la chaîne de magasins de vêtements abordables, ou Panasonic, ou bien encore le groupe bancaire Mizuho.
Et si toutes ces sociétés veulent tester la semaine de 4 jours ou la mettre en place, eh bien, au niveau des conditions, c'est assez différent d'une boîte à l'autre. Chez Panasonic, par exemple, ils prévoient d'essayer sur 5000 employés, mais ils hésitent encore entre réduire leur salaire ou ne pas le réduire. Voilà. Alors que chez Mizuho, ceux qui travailleront moins gagneront automatiquement moins. Du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais plutôt que de parler de semaine de 4 jours, au final, c'est simplement qu'ils pourront bosser à 80% et ils seront payés 80% en réalité. Et donc, si le salaire diminue, il y a quand même de fortes chances que le succès soit très très limité, parce que comme vous le savez déjà, les salaires au Japon n'ont pas augmenté depuis des décennies, et surtout, le salaire des jeunes employés est déjà très bas. Donc je vois mal un jeune salarié renoncer à 20% de son salaire, déjà qu'il galère avec un salaire complet. Donc il y aura probablement que des cadres sup qui pourront se permettre de bosser 4 jours par semaine et ça leur fera plus de temps sur les parcours de golf. Donc parti comme c'est parti, cette semaine de 4 jours, c'est mal barré pour que ça améliore la vie de la plupart des salariés. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut bien que ça commence quelque part et peut-être que petit à petit, de plus en plus de sociétés le mettront en place en gardant le même salaire. Voilà, et en plus, évidemment, ces mesures sont plutôt réservées, au début en tout cas, aux grosses boîtes qui peuvent se le permettre. Et évidemment, il y a certains secteurs, comme les profs de français, comme la vente, la restauration ou le médical, qui pourront jamais en profiter. Voilà, comme promis, on termine cette vidéo avec quelques images du premier magasin Bandai Namco du Japon, qui a ouvert donc la semaine dernière à Yokohama. Alors il y en a un deuxième qui a ouvert le 16 juillet à Fukuoka. Donc je suis allé à Studio Yokohama vendredi dernier pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble et j'ai fait d'ailleurs une vidéo complète de la visite que j'ai postée hier sur ma deuxième chaîne sur Yokohama. Donc si vous êtes fan de tout ça ou que vous êtes simplement curieux, je vous mets le lien sur l'écran, vous n'aurez qu'à cliquer. Allez, moi je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour plus d'infos sur le Japon.